Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission quotidienne dédiée au monde numérique et au monde de l'innovation. Avant de nous quitter, nous avons un rendez-vous J'y crois, c'est Hervé Lejouan qui y croit, fondateur d'Advisory. Il rencontre des startups, des nouveaux projets. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de cette tendance qui s'installe aujourd'hui dans la tech, le no-code, low-code. Vous allez nous illustrer cette tendance avec des exemples de sociétés qui sont vraiment positionnées sur ce marché. Mais d'abord, on va peut-être commencer par expliquer de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est le no-code, low-code? Alors, en fait, il y a le low-code, no-code. Un peu comme son nom l'indique, c'est la suppression du développement avec du code informatique par des ingénieurs et des développeurs. Donc ça veut dire que demain, et aujourd'hui déjà, à partir de briques qui sont dans des interfaces graphiques, on va générer du code. Donc là, c'est plus un développeur qui fait, c'est un outil qui génère le code. On va générer du code et qui va permettre d'avoir des applications, permettre d'avoir des fonctionnalités, d'automatiser des process. Et on a déjà ça. Donc c'est-à-dire no-code, on ne code pas du tout pour avoir notre programme. Et low-code, il y a quelques petits... Oui, il y a quelques briques qui vont être là. Et on a déjà des exemples depuis un certain temps. Je crois que chacun d'entre nous les utilise. C'est la génération de sites web. Aujourd'hui, on peut développer un site en HTML et puis du CSS et faire du développement, mais on peut utiliser aussi des outils sur le marché, il y en a des centaines, qui vont vous générer votre site et vous avez juste à faire des drag and drop au niveau de l'interface et vous allez avoir un site web qui va être efficient, qui va être accessible sur le marché. Donc on utilise finalement des briques qui sont fabriquées par d'autres développeurs. Donc c'est un mouvement, j'imagine, qui a émergé du côté des développeurs, de start-up du développement. Oui, des start-up du développement, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement de fond aussi dans le logiciel, software en anglais. Et on a vu des grandes sociétés qui sont des gros exemples, on va dire, de ce fameux logiciel. C'est des sociétés comme Amazon, AWS, mais aussi Tesla. Tesla, c'est pas un constructeur automobile. C'en est un, ils vendent des voitures, mais c'est avant tout, finalement, c'est au cœur de leur stratégie, c'est le logiciel. Et donc, le logiciel, que ce soit pour la gestion des batteries, de toute leur fabrication. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris de l'avance. Ça leur a permis d'avoir énormément d'avance sur tous les constructeurs automobiles parce que le logiciel est au centre. Et Amazon, via AWS, et puis on pourrait citer Azure, Google, et puis OVH, et tous ces acteurs, ont permis à des millions de sociétés, finalement, de déployer des infrastructures en ne codant pas, c'est en ayant un minimum de ce qu'on appelle les DevOps, d'ingénieurs d'opération, qui permettent, mais ces environnements permettent de générer en fait des plateformes qui vont être accessibles à des dizaines de millions de personnes. Aujourd'hui, Netflix s'appuie sur AWS. Donc on voit bien que c'est plus seulement localement, c'est qu'au final, ces plateformes permettent, avec des outils, de générer en ligne un certain nombre. Et puis on a eu aussi la pandémie. La pandémie, le Covid, a obligé les sociétés à accélérer en fait leur transformation digitale. Ouais. Et ça, quelque part, ça a poussé aussi, ça a mis énormément de stress sur les développeurs dans toutes les sociétés, que ce soit les sociétés de services ou même les services informatiques de ces grandes sociétés, pour finalement accélérer ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, ils avaient du code legacy à maintenir, plus à côté des nouvelles applications mobiles à développer ou des nouvelles applications à la fois pour l'interne et l'externe. Et là, on est tombé sur un nouveau problème qui est aussi le problème de la pénurie des développeurs. Et d'ailleurs, Gartner estime que d'ici 2030, on va manquer dans le monde de 80 à 90 millions de développeurs informatiques. Donc toutes ces tendances, en fait, font que, effectivement, aujourd'hui, et en plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus puissante, on va générer du code, au lieu de le faire développer par des ingénieurs, on va générer du code et permettre à des individus qui ne sont pas des développeurs, dans des services marketing, ressources humaines, finances, de faire des applications, de développer des applications en générant du code. Et oui, en travaillant avec l'IT, mais sans avoir de développeurs Alors ça, c'est dédiés. Un des gros avantages du no-code, low-code. C'est effectivement le manque de talent aujourd'hui dans le développement. Il y a des inconvénients aussi? Oui, les inconvénients, on revient aussi un peu aux mêmes inconvénients que lorsqu'on va vers une plateforme de type cloud. Aujourd'hui, quelqu'un qui choisit AWS et pas Azure, et pas OVH, ou vice-versa, si jamais demain il veut remigrer toute sa plateforme, ça va être très complexe. C'est-à-dire qu'on se lie à des outils. Ouais. C'est toujours la même histoire. Quand vous faites du WordPress, ou Wix, ou d'autres, vous allez derrière, ça génère du code. Bon, à maintenir manuellement, déjà, c'est pas très simple, mais éventuellement à remigrer vers une autre plateforme, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on se lie à des outils.
Et donc, la flexibilité n'est pas aussi grande. Et puis, par ailleurs aussi, il peut y avoir un problème aussi, alors c'est normal, ça ne gère pas non plus une complexité énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le no-code ou le low-code n'est pas dans tous les types d'applications ni tous les programmes informatiques. Il y a des choses qui sont très complexes et qui vont rester la panacée d'ingénieurs et de développeurs parce que c'est trop complexe. Mais on voit l'IA petit à petit prendre de plus en plus de pas en fait et de capacité à générer du code sur des choses complexes. Et ça va, on va dire, dans les quelques années. Ça, c'est ce qui vous fait dire que c'est vraiment une tendance de fond et qu'il y a de l'avenir. Alors, parlez-nous maintenant des entreprises et des startups peut-être que vous avez rencontrées et qui sont vraiment sur ce marché. Alors, effectivement, je vous ai dit, il y a pas mal d'acteurs. Alors, on revient toujours à la même chose. Il y a déjà des acteurs américains qui sont déjà très, très gros. Les plus grands, on les a cités. Ouais. On les a cités. Et il y en a des nouveaux qui sont vraiment spécialisés aussi dans le no-code et donc qui valent déjà plusieurs milliards de dollars. Donc, je ne vais pas les citer. Par contre, je peux citer effectivement des acteurs français. Dans le domaine typiquement de la génération de sites, on a des gens comme SiteW, qui est une plateforme et qui permet effectivement de générer du site web et qui est très bien donné. Mais il y a aussi, dans le domaine de la cybersécurité, il y a une nouvelle start-up que j'ai rencontrée qui est très intéressante, qui s'appelle Mindflow.io et qui a été d'ailleurs choisie dans le cadre du campus cyber. Et elle permet d'automatiser en fait des tâches associées à la protection et à la cybersécurité. Donc au lieu d'aller coder, encore une fois, d'avoir des ingénieurs qui vont coder des détections de malware ou autre, eh ben eux, ils vont automatiser ça via des interfaces. Et ça, donc on rentre ici dans des choses... Ça veut dire que ça, ils le vendent directement aux entreprises ou ils le vendent à des boîtes de cyber aussi? Non, ils vont le vendre directement à des entreprises pour intégrer. Et il va y avoir, en fait, ça va automatiser des flots de surveillance, des points de surveillance dans l'entreprise. Ça va connecter via des API à certains outils. Donc ça pourrait être des PME ou des plus petites structures qui s'approprieraient des outils de cybersécurité grâce à ce no-code, low-code. Effectivement, parce que, comme vous le dites, demain, c'est un problème. Les petites structures n'ont pas forcément de développement informatique, de développeurs informatiques, et via ce genre de mécanismes, pourront se protéger parce que ça permettra à un non-informaticien d'appliquer des bons principes. Merci beaucoup Hervé Lejouan, fondateur de Advisory, pour vos conseils et votre regard sur cet écosystème. C'était Smart Tech, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. Demain, c'est la grande interview. J'aurai la directrice d'Etalab, Laure Lucchesi, qui sera en plateau. C'est en fait la grande patronne des données de l'État. Elle nous parlera de l'intérêt de l'ouverture des jeux de données pour l'écosystème tech français également.